My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Natacha et avec moi aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité brûlante. Vous avez entendu que Taylor Swift va sortir un nouvel album ? Non, sans blague. Et bien aujourd'hui, on va en parler avec mes deux camarades. Aujourd'hui, nous sommes trois. J'ai avec moi Honorine, évidemment. Comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Et avec nous avons Raphaël de Pop with Raphaël. Coucou, c'est moi, vous me connaissez, les Swifties de France. Oui. Moi, je m'appelle Raphaël, vous me connaissez pour ceux qui l'ont déjà vu, parce que je pense qu'il y a probablement une grosse affinité que vous écoutiez ce podcast et que vous voyez mon contenu, parce qu'on parle un peu du même sujet. Si mes takes vous dérangent, c'est pas grave, c'est leur faute. Si mes takes vous plaisent, c'est la mienne. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous le dire. Comment me présenter ? Moi, je suis un fan de pop culture depuis que je suis né, probablement, parce que je suis né un peu avant la chute du mur de Berlin. Donc, quoi de mieux que de pop culture que ça ? Et j'ai toujours été percé par la musique. Je me rappellerai toute ma vie avoir vu les Spice Girls la première fois. Je pense que ça a fait mon éveil, mais mon éveil en tant qu'homme homosexuel. Et du coup, l'histoire s'est développée au fur et à mesure. Et puis, j'ai toujours été me réfugier dans la musique. Dans la pop musique plus particulièrement, je trouve que c'est un univers qui est tellement varié, qui donne tellement d'espoir à beaucoup de gens, qui inclut beaucoup de gens, de par la variété des artistes, de par la variété des musiques, de par absolument tout. Et puis, j'y ai trouvé aussi, je pense, un refuge pour mon hyperactivité mentale, le fait que j'adore tout analyser. Et je pense que Taylor Swift est une artiste particulièrement bien pour ça. Et c'est pour ça aussi que je suis un Swiftie, parce que ça me permet vraiment de canaliser tellement d'idées, tellement de références, et de trouver aussi une audience et des gens et une communauté qui apprécient ça. Parce que souvent, on nous dit, et je pense que beaucoup de gens ont vécu comme ça, se retrouveront là-dedans, tu réfléchis trop. Et en fait, c'est marrant, mais parce que beaucoup de Swifties, on leur a dit que je réfléchis trop, je pense. Le fait d'être fan de Taylor Swift, ça permet vraiment de canaliser cette trop de réflexion. Et si quelqu'un l'aime, c'est quelqu'un l'aime. Si quelqu'un l'aime pas, c'est quelqu'un l'aime pas. De toute façon, je dis toujours, on est soit le trop ou le pas assez de quelqu'un. Voilà pour moi. Merci beaucoup Raphaël, en tout cas on est hyper contente de t'avoir avec nous ici parce que franchement, nous on connaît ton contenu depuis qu'on a créé ce podcast, on interagit fréquemment avec toi sur Instagram et on est souvent très d'accord avec ce que tu dis, donc c'était aussi pour ça qu'on avait très envie de t'avoir sur l'épisode d'aujourd'hui parce que de quoi on va parler Natacha aujourd'hui ? Mais que s'est-il passé cet été ? Nous avons un nouvel album de Taylor Swift qui va sortir le 3 octobre qui va s'appeler The Life of a Showgirl. Incroyable. Incroyable. On en avait rêvé, Taylor Swift l'a fait. Maintenant, on va en parler. Voilà. On s'est dit que l'album sort dans quelques jours, donc c'est le bon moment pour faire un petit récap de tout ce qu'on sait avant que ça sorte, aussi de tout ce qu'on suppose, de tout ce qu'on aimerait. Et c'était aussi pour ça qu'on a demandé à Raphaël de venir avec nous, parce qu'on sait que Raphaël, tu as plein de très bonnes théories sur le sujet, donc on avait envie de partager ça avec toi. Merci beaucoup et je suis très content d'être là, surtout pour parler de ça, parce que je pense que ça a le potentiel d'être mon album préféré Taylor Swift. Pop, parce que Folklore est là. Il y a de la bataille parce que 1989, pour moi, est inégalable dans sa discographie. Et là, on retrouve exactement les mêmes personnes qui ont travaillé sur cet album. Donc, j'ai un peu peur et je suis à la fois excitée. Comme tu dis, j'ai des souhaits, j'ai des envies. Et puis, je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aimerais probablement pas tout, mais je vais beaucoup m'amuser avec cet album. Eh bien alors, commençons par le commencement. On va revenir au 11 août 2025. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a eu un post de Taylor Nation à ce moment-là qui a complètement cassé Instagram. 12 photos de Taylor Swift sur lesquelles elle portait à chaque fois une tenue orange. Et sur la 12e photo, c'était elle avec Sabrina Carpenter. Donc évidemment, à ce moment-là, déjà, on s'enflamme. 12 photos, donc 12e album. Peut-être une track 12 avec Sabrina puisqu'elle est sur la 12e photo. Tout de suite, les Swifties commencent à faire leurs petites analyses. D'autant que 12 minutes plus tard, après ce post, le même jour, on a New Heights, le podcast des frères Kelsey, qui tease un épisode avec un invité très spécial, sous la forme d'une silhouette entre deux. Donc il y a Travis d'un côté, Jason de l'autre, et au milieu une silhouette indéterminée, mais pas indéterminée pour les Swifties, puisque très vite on se dit on connaît cette silhouette, c'est la silhouette de Taylor Swift, parce que oui, on connaît la silhouette de Taylor Swift, et nous ne sommes pas fous. Jason portait un pull du merch Taylor. Exactement. Donc là, on se dit, c'est bon, tonton Jason, on t'a vu arriver à 3000 km, on sait que c'est Taylor qui va être votre invité, c'est pas la peine de faire un teasing, on a compris. Alors moi, j'avais pas compris. Ah merde. Moi, j'étais en mode, le mieux du mieux, c'est peut-être, je sais pas, une fan de Taylor Swift ou T-Pain, mais genre, pas du tout. Je refusais de toute façon que ce soit ça. Mais ça, c'est vrai que je me souviens à ce moment-là qu'on en avait discuté et tu disais non, je veux pas que ce soit elle. Refus total. Genre, mon cerveau
ne s'imaginait pas Taylor Swift faire une annonce d'un nouvel album dans un podcast. Quel que soit l'auteur du podcast, j'étais en mode, c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. J'étais prouvé wrong and I'm happy parce qu'en vrai, ce qui s'est passé après, c'est génial. Le lendemain, le 12 août, à minuit 12, heure de New York, ils sortent un extrait de 13 secondes du podcast dans lequel Taylor montre un vinyle flouté et elle annonce qu'il s'agit de son nouvel album, The Life of a Showgirl, qui sortira le 3 octobre. Bon, voilà, c'est la folie. On ne tient plus personne. Donc, ce sera bien elle l'invitée du podcast et on a une énorme annonce qui arrive. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que entre-temps, il y a des leaks qui ont circulé? Est-ce que le calendrier a été modifié pour faire du damage control? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raphaël? Alors moi, le damage control pour moi, c'est sûr. J'y pense à 100% parce que Taylor Swift, avant et avant tout, c'est quelqu'un qui aime garder ses narratives et qui aime les contrôler, qui aime avoir le dessus sur comment une era va venir. Et donc, même la timeline, et après on s'en est rendu compte aussi grâce aux fiançailles, parce qu'on a appris que du coup, il s'était fiancé 2 semaines avant le post des fiançailles, ce qui amenait le post en fait à 4 jours avant le podcast. Et du tout au tout, donc ils ont filmé le podcast le samedi, le podcast est sorti le mercredi, je crois, et la leak en fait circulait depuis 1 semaine déjà. Et donc je pense qu'il y a eu un phénomène de contrôle, de damage control, parce que pour moi, il y avait plein d'éléments qui supposaient que l'annonce serait le 12 septembre et pas à ce moment-là, plein de raisons. L'une des raisons a été le countdown qu'elle faisait avec ses masters. Si vous vous souvenez, album, track, on avait cherché, en fait, au fur et à mesure, on arrivait à retrouver une date grâce à ça. Pour moi, l'annonce devait avoir lieu le 12 et l'album devait sortir en novembre. Mais je pense qu'au vu de la leak, et la leak, c'est pas pour spoiler, mais la leak était agressive. La leak était violente parce que moi, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. En fait, au fur et à mesure, je scrollais et je me disais, mais c'est pas possible. J'écoutais, en fait, c'était la voix de Taylor Swift et ça avait l'air vraiment d'être pas de l'IA. T'as entendu les chansons aussi et tout? J'ai pas entendu les chansons, mais en gros, il y avait des extraits de 3 tracks. Il y avait un extrait de Father Figure. Il y avait un extrait et je pense le plus long leak, c'était celui de Life of a Showgirl avec Sabrina. En fait, moi, au départ, je comprenais pas ce que j'entendais. Parce que vraiment, imagine, tu te réveilles le matin, on t'envoie un lien. Tu appuies sur le lien et la première chose, c'est une vidéo avec un fond d'une image de Taylor Swift que j'avais jamais vue. J'étais en mode, wow, c'est bizarre. Et en fait, du coup, quand tu scrolles, tu sais, sur l'autre réseau social, À la croix? on te suggère que ça. Et donc, j'ai commencé à scroller, j'ai vu le booklet ouvert, j'ai vu la cover, j'étais en mode, mais à quel moment? Et du coup, j'ai rien dit. Et en fait, j'ai commencé à voir ça sur TikTok arriver au fur et à mesure. Moi, j'y croyais pas au début. Quand ça prend sur TikTok, c'est là où tu te dis qu'il y a un souci. Quand d'autres Swiftalkers commencent à en parler, c'est là où tu te dis qu'il y a un souci. L'annonce du podcast, d'un coup, Taylor Swift, même le fait qu'elle, pour moi, par exemple, elle ait posté les 13 secondes avec le vinyle couvert, c'était aussi du damage control parce que littéralement, elle est en train de dire aux gens, please, venez voir le podcast parce que je vais vous montrer mon nouvel album. Alors que la simple mention de son nom aurait ramené tous les gens. Tu vois, pas besoin de mentionner que c'est un nouvel album. Et donc, tout ça mis bout à bout, pour moi, avec tous les signaux d'un leak. C'est fou parce que moi, je n'ai vu aucun leak. Vraiment, genre, j'ai réussi à passer à travers, je sais pas comment j'ai fait. Enfin, si je sais comment j'ai fait, c'est que je suis pas allée sur TikTok ni sur X. Je n'ai rien vu, vraiment, rien du tout. Et je sais, Natacha, toi, je crois que t'as vu des trucs. J'ai vu la pochette et j'ai vu l'intérieur de la pochette avec les paroles, etc. Mais j'ai pas trop regardé parce que je voulais garder quand même un aspect de la surprise. Mais effectivement, ce que j'ai vu, au début, je me suis dit c'est du fake. Et quand on a eu des visuels après, je me suis dit en fait, c'était pas du tout du fake, c'était tout à fait vrai. Et ça fait flipper parce qu'en fait, on sait à quel point elle est parano autour de son travail. Et du coup, là, je pense qu'il va y avoir un gros travail à faire sur la sécurité de tout ça, quoi. Ouais. Mm. Et en même temps, ça fait mal au cœur un peu parce qu'on se dit, en fait, elle travaille tellement dur pour tout ça et il y a quelqu'un qui s'est dit, allez hop, je vais mettre ça sur les réseaux et quel intérêt finalement? Enfin, tu vois, dans quel but? À mon sens, ça crée plus de hype qu'autre chose, perso. Pour Taylor, tu veux dire? Est-ce que tu penses que c'est Taylor elle-même qui pourrait mettre les leaks? Non, je vais au bout de la réflexion. Il y a des artistes qui le font. Il y a des artistes qui n'ont pas forcément le budget promo nécessaire pour faire ce que ferait Taylor Swift. Et donc, le fait de leaker un semblant de son ou quoi que ce soit, c'est une stratégie marketing à part entière. Parce que du coup, en fait, ils vont leaker un bout qui va exciter les gens et du coup, les gens, ils vont être dans l'attente. Et en plus, ça a créé, pour certains, quand ça fonctionne, du buzz, parce que les gens vont se dire, oh mon Dieu, X, on lui a hacké, machin, on a leaké son titre et tout, nanana. Alors que pour elle, je pense, ça crée de la hype dans tous les cas, parce que du coup, tout le monde va se ruer sur son annonce dès qu'elle va arriver.
En parallèle de cet extrait qui est sorti, on a eu une playlist Spotify avec 22 chansons, toutes produites par Max Martin et Shellback. Donc on comprend un peu que là, il y a quelque chose avec les deux producteurs qui risque d'être très très présent sur ce nouvel opus. Et la playlist s'intitule And Baby, That's Show Business for You. On suppose qu'il y a quand même une ligne tout droit sortie de ces albums et on attend plus d'infos. Ouais, et du coup, le lendemain, le 13 août, donc effectivement, comme tu l'as dit, Raphaël, c'était le mercredi, on a l'épisode intégral du podcast qui sort, donc l'interview de Travis et Jason avec Taylor Swift. C'est un épisode qui fait pas loin de 2 heures. Et donc, dans cet épisode, donc, on apprend en effet que l'album va sortir le 3 octobre. On a le visuel qui est révélé cette fois-là. Et donc, 12 chansons manifestement triées sur le volet. Elle voulait pas que ce soit un album avec beaucoup de chansons, dont un featuring avec Sabrina Carpenter en track 12. Donc, les Swifties avaient bien fait leur travail sur le post de Taylor Nation. D'ailleurs, Sabrina sera sur le titre intitulé The Life of a Showgirl, donc qui donne son nom à l'album. On a toute la tracklist et on apprend du coup que c'est l'album qui a été enregistré en Suède pendant la partie européenne de l'Eras Tour, finalement, avec Max Martin et Shellback, qui sont les 2 seuls producteurs sur cet album. Il n'y en aura pas d'autres. Et après, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cet épisode ? Eh bien, que Taylor Swift fait du pain et que Travis aime les loutres. Voilà, en gros, hein, si on résume 2 heures d'épisode. Fun fact. Moi, cet épisode, c'était quelque chose, hein, parce que j'ai dû l'écouter et je l'ai pas fast-forwardé, hein. J'ai tout écouté parce que je me suis dit, bon, elle va dropper des easter eggs à droite et gauche, ça n'a pas raté. Elle en a droppé plein, mais moi, le truc du sourdough bread, je m'en remets pas. Parce que j'aime pas le pain. Donc, j'étais en mode, il faut que je goûte ça. J'ai été goûter dans une boulangerie, j'étais en mode, pourquoi? C'est quoi le délire? Mais sinon, le podcast était extrêmement intéressant aussi sur leur dynamique à deux, je trouve. Ouais. Et sur, je pense, et peut-être que je spoil vu qu'on va en parler plus tard, mais je pense aussi que ça peut à peu près donner une idée de quoi va parler son album, cette dynamique. Moi, je l'analyse du fait que Taylor Swift soit sur un podcast, montre aussi publiquement pendant 2 heures sa relation, c'est du jamais vu pour elle. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que si tu mettais bout à bout tous les extraits, on l'a vu avec Joe dans la vie, on n'a pas 2 heures. Après pas 2 heures. Non. Vraiment. Et du coup, j'ai trouvé ça juste énorme parce que du coup, est-ce que c'est pas l'album pour moi de la libération de Taylor Swift d'une certaine manière? Quand tu vois l'artwork, quand tu vois le titre, quand tu vois la manière dont il y a un shift en termes de comment elle s'exprime publiquement et comment elle montre son persona, est-ce que c'est pas un album d'affranchissement finalement de tout ce qui s'est passé avant, de toute l'image de Taylor Swift justement qu'elle est en train de reconstruire ou en tout cas de rénover à travers le fait d'annoncer sur un podcast, à travers un rollout, je vais me faire taper dessus comme ça, mais qui n'est absolument pas parfait. Le rollout, il est full erreur. Des textes qui sont modifiés, des posts qui sont supprimés, qui sont remis, le bordel des variants qui n'a aucun sens, il n'y a aucun rythme dans les countdowns. Tout est fait un peu, je dirais pas à l'arrache, mais avec l'intention de donner l'impression d'être fait à l'arrache. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aussi peut-être parce que tout simplement la timeline n'était pas prévue comme ça. C'est qu'ils se sont retrouvés à faire les choses dans la précipitation et que, en fait, ça a été. Oui, mais il ne faut pas donner ça aux stagiaires dans ce cas-là. Il faut donner ça aux professionnels. Alors, je veux dire, il y a des gens qui sont là pour ça et qui sont très bien payés. Nous, on serait capable de le faire, par exemple. Franchement, donne-le-moi, je te jure, je ne dis rien. Il n'y a aucun problème. Et vous pensez quoi? Je suis intéressé par votre avis sur le fait qu'elle soit partie aussi ham sur Max Martin et Shellback. Quand je regardais le podcast, j'avais l'impression d'être assise à côté de Jason et d'être en double date avec eux. Genre comme si c'était des vieux potes et qu'on se retrouvait depuis 2 ans et qu'on faisait un petit point un peu sur notre vie. Genre, tiens, Taylor me présente son nouveau mec, comment ça se passe, etc. Bon, j'étais complètement dans le parasocial pendant ces 2 heures de podcast, en fait, parce que j'étais là en mode, ah, mais c'est génial. Et j'aime bien cette intimité que ça a créée entre elle et nous, tu vois. Et je pense que c'était un peu fait exprès aussi, de les voir aussi complices, de les voir aussi tendres et amoureux. C'était super parce qu'en même temps, on l'a vu tellement bas qu'on se dit, pourvu que ça arrive, quoi. Après, ce qui m'a énormément frappée dans ce podcast, c'est le fait qu'elle insiste qu'elle l'a écrit pendant sa partie européenne, qu'elle l'a fait que avec Max Martin et Shellback, et elle n'a pas arrêté de parler de musical aussi. Et ça, c'est quelque chose qui reste dans ma tête. Je me dis, alors musical en français, c'est une comédie musicale. On va en reparler un peu plus tard, mais pour moi, c'est pas un hasard qu'elle le place comme ça tout le temps. Tu as très envie que ce soit une comédie musicale, disons-le. Peut-être. Toi, tu veux que ce soit genre en mode musical de A à Z, genre comme un Chicago. Ouais, pourquoi pas. Comme un Moulin Rouge ou je sais pas, ça pourrait être extrêmement chouette. Je sais pas, je sais pas ce que je penserais de ça, parce que en même temps, même si j'adore Taylor Swift et que j'adore Moulin Rouge, il faut bien dire ce qui est, Taylor Swift n'est pas une excellente actrice.
Donc je sais pas si je la vois dans une comédie musicale. C'est pas faux. En revanche, moi, pour ce qui est de la collaboration avec Max Martin et Shellback, bon, on en avait déjà parlé, nous, dans plusieurs épisodes. Natacha, toi, tu n'attendais que ça. Je l'avais même dit à la fin de l'épisode 19, je vous remettrai ici le moment où je le dis. Je rêve, j'appelle de mes vœux que Taylor recollabore avec Max Martin et Shellback. Autant sur 1989 que sur Reputation, c'est vraiment un travail de fou qu'ils ont fait ensemble. C'est que des bangers, quoi. On enchaîne l'un avec l'autre et j'ai envie de ça. J'ai envie d'un album de bangers. Après Titi Pidi, je pense qu'on a suffisamment fait dans l'introspection. J'ai envie d'un truc léger et facile. Franchement, envoyez-moi votre RIB. Je sors ma boule de cristal, je prends toutes les demandes. Mais oui, c'est vrai que je me souviens que tu l'avais dit. Moi, je sais pas quoi en penser parce que j'avoue qu'elle a travaillé avec eux sur des choses tellement différentes les unes des autres. Et les gens ici qui nous écoutent connaissent mes goûts maintenant en ce qui concerne Taylor Swift. Elle a travaillé avec eux sur 1989, qui, moi, est l'album que j'aime le moins de Taylor Swift. Elle a travaillé avec eux sur Reputation, qui est le meilleur album de tous les temps. Donc, je sais pas à quoi m'attendre. Et j'ai très hâte, du coup, parce que, en fait, je peux adorer comme je peux détester. Et du coup, j'ai trop hâte de savoir ce que ça va être. Mon cerveau arrive pas à connecter ce que tu viens de dire, que tu aimes le moins 1989 mais que tu aimes le plus Reputation. Pourtant, genre, les albums, ils sont comme ça l'un avec l'autre. En fait, je pense que c'est surtout une question aussi de contexte dans lequel ils sont sortis. Ok, oui. Il y a ça qui joue beaucoup. Parce qu'en Ok. vrai, il y a plein de bangers sur 1989, je dis pas du tout le Mhm. contraire. Mais il y a aussi énormément la question de la valeur sentimentale qu'ils ont pour moi et de à quel moment ils sont sortis dans ma vie et comment moi je les ai reçus au moment où ils sont sortis. Ok, non, je comprends. Moi, je pensais que musicalement, parce que du coup, j'avais pas Mais le contexte. musicalement, Ouais. c'est effectivement 1989 que j'écoute le moins. Ok. Je sais que ça en choque encore beaucoup aujourd'hui, même si la plupart de nos auditeurs se sont fait à l'idée. Je sais que c'est clivant. Shellback et Max Martin, c'est pas la première fois qu'ils collaborent avec Taylor. Ils ont collaboré ensemble, donc on l'a dit. D'abord, ils ont commencé en 2012 sur Red, où ils ont écrit les plus grands tubes qui ont vraiment fait passer Taylor de la country à la pop. We Are Never Getting Back Together, 22 et I Knew You Were Trouble. Ensuite, ils ont continué leur collaboration ensemble en 2014 sur 1989. Bon, ils ont écrit la plupart des grands tubes de 1989, Shake It Up, New Romantics, Blank Space ou Style. C'est pas les seules chansons, hein. C'était une petite liste non exhaustive. Hein. Et après, ils ont fait quoi? Et après, ils ont fait Reputation, meilleur album de tous les temps. Et par exemple, ils ont fait Delicate, I Did Something Bad. Et ils n'avaient pas retravaillé ensemble depuis, donc ça faisait quand même quelques années. Et c'est marrant parce qu'en effet, je me souviens que quand on avait déjà dit dans des épisodes qu'on aimerait bien qu'elle retravaille avec eux, c'était aussi en se disant, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle bosse maintenant quasi exclusivement avec Jack Antonoff et Aaron Dessner. Et est-ce qu'on n'aurait pas envie de voir autre chose? Je pense que une des qualités principales de Taylor, c'est d'être à l'écoute des critiques constructives, justement. Elle sait intégrer ça pour en faire quelque chose de mieux, en faire son meilleur art. Et franchement, c'est un peu le même type de réaction qu'elle a eu après Red. Vous vous souvenez, on lui a dit, c'est pas un album qui est très cohérent, etc. Et du coup, elle a fait quoi? Elle a fait 1989 derrière. Et où là, elle a dit, ok, vous savez quoi, je fais full pop et on n'en parle plus, quoi. Je vais faire un petit brief sur Max Martin. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Max Martin, c'est un producteur de génie du 21e siècle. Il y a eu Mozart et il y a Max Martin. Il a plus de 27 titres au numéro 1 au top 100. C'est un des producteurs qui a eu ses premiers succès dans les années 2000. Les enfants des années 90 ne connaissent trop bien les titres que je vais donner. Baby One More Time, Lucky, Oops, I Did It Again, Crazy avec Britney Spears, vous l'avez reconnu, mais aussi les collaborations avec les Backstreet Boys qui nous ont donné ces tubes éternels, I Want It That Way, As Long As You Love Me, Everybody. Il a beaucoup travaillé aussi avec The Weeknd. On lui doit ses plus grands bangers, Save Your Tears, Sacrifice, Can't Feel My Face, In Your Eyes. Enfin, vraiment, c'est genre une liste que des tubes. Il a travaillé aussi avec Katy Perry, Hot and Cold, Last Friday Night, The One That Got Away, Dark Horse. Et il a énormément travaillé avec Ariana. Je sais que tu l'adores, Raphaël. Ils ont écrit ensemble, parmi tant d'autres, Dangerous Woman, No Tears Left to Cry, Problems, We Can Be Friends et Twilight Zone, que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré la collaboration qu'ils ont fait ensemble sur Eternal Sunshine. J'ai trouvé que c'était un excellent album. C'est un excellent album. En fait, Raphaël a juste dit ça parce que sinon, il va se mettre à parler d'Ariana pendant 3 heures et c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du podcast. Pardon. Le talent de Max Martin et sa capacité à faire des hits n'est plus à démontrer. On a dit ça, le terme de showgirl, qu'est-ce que ça nous inspire? Et c'était de là qu'avec Natacha, on s'est dit ce serait cool d'avoir Raphaël sur cet épisode parce qu'on avait beaucoup aimé ce que tu avais fait sur les réseaux, sur toutes tes explications concernant le thème de la showgirl. Nous, évidemment, on a nos petites opinions sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur tout ce thème-là?
Alors pour moi déjà, le fait qu'elle soit partie sur le thème de la showgirl, et je le dis ici, je le répète, non pour moi déjà il y a un souhait de ma part, c'est que elle ne fasse pas une version showgirl édulcorée. J'ai vraiment envie qu'elle aille de la même manière qu'elle a étudié les poètes anglais dans Folklore, de la même manière ou dans Red, elle a vraiment étudié ce que c'était que de faire de la pop au point d'en apprendre de Max Martin. J'ai besoin genre qu'elle se soit aussi bien imbibée et immergée dans cet univers de showgirl. Parce que l'univers de showgirl, c'est bien plus que juste une danseuse avec des plumes dans un cabaret. C'est des personnalités qui sont très complexes, qu'on a pu voir au cinéma. J'avais fait pas mal de vidéos où je recommandais certains films comme Showgirls, comme The Last Showgirl avec Pamela Anderson qui a été primée à Cannes. Moulin Rouge est un exemple très intéressant d'un musical aussi, enfin d'une comédie musicale qui parle de showgirl mais très différemment, et Chicago qui en parle aussi. Et le dénominateur commun qu'on retrouve en fait dans les showgirls et que je trouve intéressant à explorer d'un point de vue cœur émotionnel d'un album, même qu'il soit pop, c'est réellement la complexité du fait d'être une showgirl. La complexité parce que ça recèle du fait d'être une femme qui est désirée, qui montre, qui ne doit pas montrer, qui doit se faire désirer mais sans donner quoi que ce soit. C'est aussi tous les efforts que va passer cette femme à prendre soin d'elle, à se montrer sous un certain jour, à être belle, ou en tout cas à être perçue comme belle par rapport aux standards classiques de la beauté, tout en délivrant tous les soirs, plusieurs fois par soir, des performances énergétiques, physiques, à danser, à parfois chanter. Toutes les showgirls ne chantent pas. Et en fait, encapsuler ça, mais évidemment ne pas en faire un régurgite dramaturgique de ce que c'est. Au contraire, d'y amener cette légèreté que la pop a. Parce que quand je vois typiquement, et peut-être que j'avance beaucoup plus, mais The Fate of Ophelia comme titre de chanson, c'est quand même très lourd de sens comme titre. Eldest Daughter, c'est très lourd de sens comme titre. Et du coup, si, dans mon esprit en tout cas, elle liait la condition humaine d'une showgirl à des titres pop pour y apporter à la fois un point de vue un peu coloré de leur vie, mais sans oublier, ou en tout cas sans effacer les difficultés qu'elles vivent, en fait, je pense qu'elles gagnent tout. Parce que du coup, ce serait moins juste biographique et autocentré en mode « Oh là là, ma vie pendant que je faisais le Eras Tour ». Et c'est peut-être ça, plus je comprends du coup par quoi passent toutes ces artistes féminines qui donnent tout pour être sur la route pendant 150 dates, qui laissent leurs enfants, leurs parents, leur famille, peu importe si on en a ou pas, derrière pour réaliser leurs rêves, parce que ça a un coût physique, un coût émotionnel. Et du coup, explorer toutes ces facettes-là. Et pas juste faire un album de banger et de pop, même si c'est ce qu'on veut aussi, tu vois. Mais en fait, moi, c'est marrant parce que quand tu racontes finalement là, qu'est-ce que c'est qu'une showgirl, bah, pour moi, elle coche toutes les cases dans sa vie, tu vois, d'être cette performeuse qui a effectivement une hygiène de vie du coup hyper stricte pour pouvoir être physiquement au top, pour enchaîner les dates, etc. Et en effet, sacrifier probablement sa vie personnelle. Et pour moi, elle coche toutes ces cases-là. Une Et showgirl, c'est une danseuse. C'est une personne qui se donne un spectacle sur scène. oui, à partir de là, elle rentre dans la définition. Et après, je suis d'accord qu'il y a des titres de chansons qui évoquent des sujets très lourds, mais en même temps, nous, on le répète quand même suffisamment souvent ici, c'est quand même monnaie courante chez Taylor Swift de nous coller un son pop hyper acidulé, hyper catchy, sur des phrases qui te foutent par terre, et comme ça, tu te rends pas trop compte que les phrases te foutent par terre. Il est quand même très probable qu'on en ait 2 ou 3 dans l'album qui soient dans ce registre-là, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, mais justement, je ne remets pas du tout en cause la rythmique. C'est-à-dire si on rentre sur la construction musicale, parce que je pense qu'avec un Max Martin, comme tu le disais, il suffit d'écouter un titre comme We Can Be Friends d'Ariana Grande pour comprendre que tu peux chialer ta mère sur un titre, alors que tu es en mode alors, Dancing on My Own de Robin, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'essence même de ça. Moi, c'est justement à quoi je m'attends. Je m'attends à des trucs comme ça, mais moi, je veux pas des balades longues où c'est Titi Pidi Part 2 de remix. Non, merci. Quoi. Non, je pense que ça, on en a eu assez. Et d'ailleurs, elle l'a dit dans le podcast que clairement, on était sur une tendance assez différente de ce qu'elle a fait pour Titi Pidi. Moi, la question que je me pose, c'est, elle dit qu'elle a écrit cet album pendant la partie européenne de l'Eras Tour. Donc, est-ce que ça va être un album avec une sorte de narration autour du sujet de la showgirl et d'un personnage qu'elle écrirait? Un peu comme elle l'a utilisé dans I Can Do It With a Broken Heart. Est-ce qu'elle va le romantiser, ce passage à sa vie? Est-ce qu'elle va nous apporter quelque chose d'une histoire? Et donc, du coup, ça pourrait faire le lien avec une éventuelle comédie musicale, où elle aborderait les termes de la célébrité, de la sincérité, de créer des relations authentiques avec des gens.
Et si c'est le cas, on est déjà un peu sur une histoire parce que je vois bien un peu une chanson d'ouverture, un peu comme dans Moulin Rouge, vous savez, où il y a la toute première chanson où il y a David Bowie qui chante et qui dit There was a boy. Pour The Fate of Ophelia, je vois tellement quelque chose comme ça, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas parce que je me dis que ce qu'elle a vécu à ce moment-là de sa vie, elle pourrait aussi en faire quelque chose de très autobiographique, comme on a l'habitude dans son écriture. Et quand je vois la tracklist, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de chansons qui rappellent à ce qui se passait derrière les coulisses. Elle parle de la fatigue physique qu'elle a mentionnée dans le podcast. Elle a dit qu'elle était sur scène tous les jours, qu'elle devait faire un show, peu importe les conditions. La météo, les menaces terroristes, ça, on n'en a absolument pas parlé. Je pense aussi à, dans la tracklist, la chanson qui s'appelle Ruin the Friendship. Est-ce que ça peut être en lien avec le drama qui s'est passé avec Blake? Je pense à Cancel, avec toutes les remarques qu'elle a dû essuyer avec Trump et les MAGA. Il y a vraiment plein de choses qui se passaient pendant cette tournée, pendant qu'elle était sous les yeux du monde entier. Comment elle a tenu moralement, physiquement, comment elle s'est sentie de reprendre des chansons qu'elle a écrites il y a 10, 15 ans, quand elle essaie de savoir qui elle est à ce moment-là, en fait. Ça, c'est des choses que j'ai envie de savoir et j'aimerais bien qu'elle puisse nous raconter ça de cet album. Après, je pense qu'il y a aussi des titres qui sont volontairement là pour nous emmener sur des fausses pistes. D'accord. Donc, je pense notamment à la track d'ouverture de Fate of Ophelia. Moi, je pense que là, tout de suite, nous, on pense tous à Ophélia, à Hamlet, au fait qu'elle a eu une mort tragique. Et on se dit, clairement, ce serait un titre que tu pourrais retrouver sur Titi Pidi. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'elle aurait potentiellement pris le contre-pied de ça. Après, tu sais, Ophelia, donc dans Hamlet, de ce que j'ai compris, je suis pas une grande fan d'Hamlet, c'est quelqu'un qui est mort de folie. Le thème de la folie, c'est quand même un thème qu'on voit régulièrement chez Taylor Swift. Est-ce que ce serait pas une manière, elle, de dire est-ce que je vais pas mourir de folie aussi de mon côté, tu vois? Ça peut être une manière de l'aborder, Oui, j'en sais rien. Comme on a eu des chansons comme Clara Bow, où on s'attendait à une chanson sur Clara Bow et sur la vie de Clara Bow, et où en fait, non. Tu vois, donc, tu vois, je me dis que peut-être il y aurait quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, peut-être que même la chanson Elizabeth Taylor ne sera pas une biographie d'Elizabeth Taylor, tu vois. Probablement pas. Alors, pour moi, tu vois, pour rebondir là-dessus, sur ces fausses pistes, pour moi, Cancel, typiquement, la manière dont c'est écrit en full capital letters avec, je crois, un point d'exclamation, ça peut littéralement juste faire référence à un show de la showgirl qui a dû être annulé le soir même. Et c'est tout. Et des raisons de pourquoi, sans que ça parle de vie, hein, parce que j'ai pas envie de rentrer du tout dans ce sujet-là. Mais la manière dont c'est écrit me fait beaucoup penser, en fait, quand on est devant un theater, et voilà, il y a un gros titre en mode cancelled ou show tonight ou un truc dans le genre. C'est à ça que ça me fait penser. Genre le show serait annulé pour une raison et après. Pour une raison X, et justement, c'est ce qui m'amène au fait que l'album ne sera pas linéaire, en fait. L'album parlera des hauts et des bas. Et du coup, c'est parce qu'il y a effectivement des titres qui laissent penser à ça. Et typiquement, quand tu parles d'Elizabeth Taylor, elle s'est mariée 10 fois. La presse l'écorchait vive parce qu'il disait que c'était une femme qui n'allait jamais trouver quelqu'un, etc. Et c'est ce que faisait la presse à Taylor Swift pendant des années. La presse s'était emparée de la vie amoureuse de Taylor Swift en disant que c'était une serial dateuse qui utilisait les hommes pour avoir de l'inspiration pour écrire des chansons. Et donc, je pense que c'est pas la première référence qu'elle fait à Elizabeth Taylor. Sur Reputation, typiquement, elle fait référence à Elizabeth Taylor. Je sais plus quelles sont les paroles exactes. He can be my jailer, Burton to this day. Taylor, exact. Si vous avez besoin de quelque chose sur Reputation, il suffit de m'appeler. Écoute, t'inquiète pas, parce que je pense que c'est l'album que j'ai beaucoup écouté, mais que j'ai le moins écouté de toute sa discographie. Et que j'aime beaucoup, mais c'est celui que il arrive en dernier dans toutes mes écoutes. Okay. Parce non, que je sais qu'il est clivant, je sais qu'il est clivant. Parce que sortie de route, mais genre moi j'ai écouté Taylor Swift depuis son tout premier album, donc je l'ai saigné pour Fearless, pour Speak Now, puis Red, puis 1989. Ensuite Reputation est sorti, mais je sais plus ce que je faisais à ce moment-là, et ensuite j'ai enchaîné sur Lover. Puis Folklore est venu, et en fait j'ai arrêté de tout écouter, j'écoutais que Folklore. C'est pas une blague, peut-être pendant 1 an, j'ai fait que écouter Folklore. Evermore, j'ai fait Drop in the Water, Let's Go By. J'ai gardé mes chansons préférées, j'ai continué d'écouter Folklore. Tu vas pas te faire une copine là, hein. Pas grave, désolé. On a tous notre bias, tu vois, dans une discographie. Moi, ça reste Folklore. C'est l'album que tu écoutes quand tu prends l'avion, plusieurs fois potentiellement l'avion, l'album que j'écoute quand je suis triste, l'album que j'écoute quand je suis content, l'album que j'écoute en faisant le ménage, quand j'ai besoin de passer le temps, quand je suis en train de faire des listes, quand je suis en train de travailler. C'est genre en boucle. Cet album, il m'obsède. Et il te fait du bien. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une question de comment tu l'as reçu quand il est sorti, en fait. C'est sûr.
Il y a un truc qui m'interroge aussi, c'est à cette période-là, quand elle faisait l'Eras Tour, rappelons aussi qu'on l'a quand même assez peu vue, à part pendant ses dates de tournée, mais on la voyait pas dans les médias. Elle n'a pas fait d'interview pour la sortie de TCPD. Elle n'a pas fait de meet and greet. Alors moi, qui suis une nouvelle fan, ça ne m'a pas changé grand-chose, mais a priori, c'était quand même quelque chose qui était assez commun avec Taylor Swift. D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression qu'elle s'est complètement fermée d'une partie de son monde parce qu'en fait, sinon, elle avait plus de jus, quoi. Et en même temps, quand on fait des shows de 3h15, c'est un peu normal qu'on ait plus de jus à la fin. Et peu de gens sont capables de ça aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais entendre de sa part. Elle l'a dit dans le podcast, comment elle s'est sentie à ces moments-là quand elle était sur scène pour nous, alors qu'en fait, elle avait aussi d'autres choses à vivre, quoi. Ouais, mais je pense que c'est aussi toute cette thématique de la showgirl où c'est en fait fake it till you make it, et c'est aussi, en gros, the show must go on, quoi, tu vois, quoi qu'il arrive, il faut délivrer une performance, il faut que les fans soient contents, et surtout que on sait que Taylor Swift, c'est toujours sa priorité. Je pense en effet qu'elle a un peu mis le bouton off sur ses émotions et sur sa vie personnelle et sur tout ce qu'elle pouvait ressentir de son côté pour que la showgirl prenne le dessus, quoi. Est-ce que moi, j'ai un point de vue qui va peut-être pas faire plaisir à beaucoup de gens, mais je pense au contraire que Taylor Swift, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est dans sa renouveau era, où justement, elle a été impulsée par le Eras Tour, mais qu'elle va continuer que comme ça, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont soulevé qu'il n'y a pas eu de listening sessions secrètes depuis Lover, il n'y a pas eu de meet and greet, il n'y a pas eu d'interview, et c'est des choses qui deviennent de plus en plus maigres avec le temps. Je pense que c'est conscient et c'est choisi, c'est pas juste pour se protéger, c'est une réelle stratégie de sa part. Parce que typiquement, si c'était quelqu'un qui avait besoin d'énergie, pourquoi, quand elle était en Europe, elle prendrait l'avion pour aller en Suède et dire qu'elle était le plus inspirée créativement depuis plusieurs années de faire un nouvel album dont elle voudrait être aussi fière que le Eras Tour. Pour moi, c'est pas comme ça qu'agit quelqu'un qui n'a pas d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu as besoin de te reposer, tu te reposes. Pour moi, elle a évalué et compris qu'est-ce qui comptait pour elle. Ses fans comptent pour elle, oui, mais ce qui compte surtout pour elle, c'est de pouvoir continuer à créer, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Et quand on lit l'interview de Time Magazine, qui est sortie en décembre 2023, je crois, elle expliquait son régiment post-Eras Tour et avant le Eras Tour. Dans ce magazine-là, elle disait que pour elle, pour pouvoir assurer un show de 3h15, elle prenait sa setlist, elle marchait sur les chansons lentes et elle courait sur les chansons rapides. Pendant 3h15, c'est un délire. Le lendemain d'un show, elle devait rester au lit, perfusée, allongée, à ne rien faire. Et donc, en fait, ce switch, il s'est fait quand il s'est fait, parce que Taylor Swift, c'est d'abord et avant tout une bête de travail. Je déteste ce mot parce que je trouve qu'on est des êtres humains, qu'il ne faut pas que ça s'applique à nous, mais c'est une machine au sens même mécanique du terme. La manière dont tout est construit, tout est réfléchi, tout est calendarisé, prévu. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, mais elle arrive à le faire sans montrer un manque de spontanéité. Et je pense que ça, c'est justement ce que les fans veulent, ou en tout cas apprécier avant versus maintenant. Il y a moins de spontanéité parce que ça vient naturellement avec la taille et l'envergure qu'elle a pris. Ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'elle l'a dit aussi, c'est qu'en fait, elle était fatiguée, épuisée physiquement, mais qu'elle s'est nourrie de ce travail, de cette créativité, de son art. Justement, comme elle l'a déjà dit plusieurs fois, l'art fait plus d'art. Je pense que c'est ça aussi qui l'a stimulée et qui a fait qu'elle a continué à avancer et à aller de l'avant. Sur ça, je suis d'accord et je pense que ça peut créer une force motrice qu'on est incapable d'imaginer quand ça ne nous arrive pas. Quand tu es inspiré, quand tu es motivé, tu peux vraiment être au plus bas physiquement, tu arrives toujours à trouver l'énergie. C'est juste que je pense aussi que cette énergie-là, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient aussi d'une réserve d'énergie qu'elle s'est créée. Moi, c'est quelque chose, personnellement, que j'ai toujours, pas déploré, le mot est fort, mais pas forcément toujours vu d'un bon œil pour Taylor Swift parce que je trouvais qu'elle s'éparpillait vite. À vouloir trop faire plaisir aux fans, on partait dans tous les sens. Les meet and greet, les listening sessions, les tournées, les secret trucs, les VIP rooms pendant le Reputation Tour. En plus de faire une tournée, en plus de travailler sur un nouvel album, en plus de faire des interviews. Je sais pas si vous vous souvenez de l'era 1989, mais il y avait Taylor Swift partout. Dans les magazines, dans les interviews, dans les Vogue, c'était too much. Et elle-même l'a dit plus tard. Et en fait, c'est là, on l'a découvert dans le Miss Americana documentary. C'est qu'elle disait qu'elle était au plus bas, en fait. Mentalement. Et je pense que c'est ça que les fans oublient. Ça reste une personne, ça reste un être humain et ça reste quelqu'un qui a besoin d'être protégé. Et je pense justement, en parlant de Travis sans tomber dans le parasocial, il lui apporte cet équilibre. Parce que je pense que potentiellement lui aussi lui dit calm down,
genre slow, on y va doucement, on y va plus doucement. Et ça se voit, je trouve. Ça se voit qu'il y a un truc qui est plus détaché. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans une vidéo. Je la sens plus détachée. Et moi, j'apprécie ce détachement. Elle devient aussi une denrée rare. Tu Mm. vois, le fait de moins donner d'interviews, de faire moins de choses, ça crée le désir aussi, ça crée la hype. Les chiffres délirants sur l'épisode de podcast de New Heights, ils n'ont jamais une vidéo qui a été vue autant de fois. Et où en plus, elle le fait dans un contexte où elle est dans une zone de confort. Le fait d'être interviewée par son beau-frère, elle sait qu'elle va pas avoir de questions gênantes ou bizarres ou inappropriées. Donc en fait, je pense que oui, elle devient une denrée rare et elle choisit vraiment ses moments pour apparaître, quoi. Oui, absolument. Moi, j'adore cette notion-là. Genre, la rareté, pour moi, c'est la notion qui, je pense, est la plus saine. Et je pense qu'elle nous a prévenus. En fait, elle a planté un easter egg dans Dear Reader. Rappelez-vous des paroles. Dear Reader, elle a tout dit dedans avec des manuscripts. Pour moi, c'est deux chansons qui sont un peu jumelles. Ouais. Dear Reader, the greatest of luxuries is your secrets. Et je pense qu'on est complètement dedans. Et c'était quelque part elle prévient. Il est temps pour moi de sauter dans l'eau et d'aller sous la trappe. Ouais, c'est possible. Est-ce qu'on se ferait pas un petit point prédiction des chansons, retour sur la tracklist? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, moi, je suis nulle pour ça, franchement. Je fais généralement des prédictions qui sont totalement fausses. D'ailleurs, j'avais partagé, le jour où on a eu la tracklist, je me rappelle avoir partagé en story Instagram, genre, qu'est-ce que ça m'inspirait là, à chaud, les titres. Et après, j'ai re-regardé et j'ai fait, mais n'importe quoi. Donc, franchement, je suis pas fiable du tout sur ces sujets-là. Mais comme je l'ai dit, en fait, moi, j'ai quelque part très peur parce que je sais que je peux adorer comme détester. Enfin, détester, le mot est fort, ça reste Taylor Swift et je bois ses paroles, mais je sais que ça peut, en fait, comme tu l'as dit, Raphaël, ça peut devenir un de mes albums préférés. Je vais pas dire mon album préféré parce que mon album préféré restera toujours Reputation. Ça peut rentrer dans mon top 3 comme ça peut être un album que je vais me dire, bref, bof. Et du coup, de là, j'ai du mal à faire des prédictions. Et toi, Raphaël, t'as des prédictions? Ou une chanson sur laquelle tu bloques et tu dis ça va être un banger. Et moi, je pense, pour répondre à la question, c'est ce à quoi je m'attends, pas forcément sur une track en particulier, mais je m'attends à de la maturité. Je m'attends à un album que c'est pas les enfants de 14 ans qui vont comprendre et streamer, tu vois. Je m'attends à du sexe. Mais pas forcément. Ah, par contre, je suis d'accord. Tu vois, mais pas forcément en mode il me la met, c'est génial. Non, mais un truc hyper sexy, hyper glamour. C'est ça. Hyper sapine dans Moulin Rouge, quoi. Bien écrit, parce que je pense qu'elle a la capacité d'écrire des trucs de fou, mais bien amenés. Pas So High School. Genre la haine que je porte à So High School en termes d'écriture. Mais pourquoi? Bon, c'est pas le sujet du moment. Ok, on reviendra dessus. Je peux pas. Alors que tu peux pas me dire qu'une meuf qui a écrit pour le même mec, So High School a écrit The Alchemy. C'est pas possible, ça rentre pas dans mon cerveau. Genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je m'attends plus à des Alchemy qu'à So High School. Moi, je sens un super moment là, en tout cas. Ça ressemblera pas à So High School en termes de son, c'est sûr. Ouais. Moi, j'adore ce côté rock de Taylor, donc c'est vraiment ma cam. Mais par contre, j'ai pensé à The Alchemy parce que pour moi, Opalite, c'est vraiment un sujet qui peut être autour de Travis et de sa relation, etc. Quand on regarde, l'Opalite, c'est une pierre de synthèse faite avec du verre et d'autres métaux qui reprend un peu l'idée de l'alchimie, qui est en fait la transformation des métaux. Donc, est-ce que ce serait pas une chanson qui fait un peu l'état de l'évolution de la relation avec Travis? Et puis, en passant, tu regardes la couleur de l'opalite, c'est la couleur des yeux de Travis. Hein. Voilà. Et en plus, il a dit que c'était sa chanson préférée. Et je pense que si tu cherches, alors je m'avance, l'opale, c'est peut-être la birthstone de Travis. Oui, je crois que j'avais vu ça aussi. Non, mais l'opale et l'opalite, c'est pas pareil. Hein. C'est une fausse opale, non? L'opalite, c'est juste pour donner le côté de l'opale. Moi, j'avais fait toute une interprétation dans une des vidéos où je pensais en fait qu'au contraire, l'opalite, ça parlait du syndrome de l'imposteur. C'est de ça dont on avait parlé cette chanson. Parce qu'en gros, j'avais fait le lien avec les fausses gemmes que portent les showgirls dans leurs costumes, qui sont généralement juste du vert coloré. Et justement, c'est une étape par laquelle passe une showgirl dans l'expression de son art. Parce que justement, les meneuses de revue, notamment à Las Vegas, souvent, c'est des femmes qui dansent un peu et qui sont belles, mais au lieu de vouloir être stripteaseuses, elles finissent showgirl et on leur dit tout le temps, t'es juste une stripteaseuse glorifiée. Donc, je me suis demandé si ça n'allait pas plutôt sur ce territoire-là. C'est une pierre qui est fabriquée de toutes pièces, donc en fait, un peu comme le serait une showgirl où c'est un personnage qui est créé et qui, en fait, je pense à Marilyn Monroe, en fait, tu vois, un peu. Ouais. Mais c'est ça, c'est ça qui continue de me mener sur le fait qu'elle va explorer les complexités de ce que c'est que d'être une showgirl. Ça peut être un album sur l'amour, potentiellement même, tu vois, à la Moulin Rouge, entre Satine et Christian, l'amour était interdit parce qu'elle était vouée à se marier au baron, tu vois, et finalement, ça s'est pas fait.
Et j'y retrouve quand même beaucoup de ces références-là, les showgirls qui ne peuvent pas finalement être heureuses dans leur vie personnelle, les showgirls qui, une fois qu'elles se livrent à quelqu'un ou à un homme, il veut forcément profiter d'elle et ruin the friendship, etc., etc. Tu vois, il y a pas mal de... C'est finalement la beauté d'un truc que tu connais pas. Tu peux l'interpréter, tu peux le post-rationaliser comme tu veux. Je trouvais qu'Opalite, ça pouvait parler à ça. Après, c'est une chanson d'amour sur Travis, pourquoi pas, tant que c'est pas sur High School. J'attends aussi Ruin the Friendship parce que c'est la piste 6 et on sait que la piste 5, c'est toujours une piste très importante pour Taylor. En revanche, on sait aussi qu'elle adore rebondir après la 5 sur quelque chose d'assez upbeat et quelque chose qui est toujours très travaillé. Donc, j'attends cette chanson avec beaucoup d'impatience aussi. Toi, tu penses que c'est à propos de quoi? Ruin the Friendship, je sais pas, ça peut être, si on est littéral, ça peut être tout le drama avec Blake, mais je suis pas sûre qu'elle en parle. Ça peut aussi, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça, qui m'a dit, est-ce que ce serait pas le fait d'avoir ruiné une amitié en passant d'une relation amie à amour? Vraiment, je sais pas si j'ai envie de trop me projeter sur des prédictions aussi dans ma tête parce que j'ai envie de prendre ce qu'elle me donne et de le découvrir et de l'apprécier. En tout cas, vu là où elle est positionnée dans l'album, je sais que ça va être intéressant et qu'il va donner un autre rebond à l'album. Comme tu dis, ça monte et ça va descendre. Bah là, ça va remonter, je pense. Réponse dans 4 jours au moment où cet épisode sort. Donc, Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Mais toi, Honorine, qui est l'experte de Reputation, c'est la même construction dans Reputation entre la track 5 et la track 6? Oui, c'est la même construction. Track 5, c'est Delicate. Et ensuite, la track 6, c'est Look What You Made Me Do. Tu vois, par exemple, sur TTPD, elle avait sorti So Long London. Bon, bah, on était au fond du sac. Et puis après, elle te balance But Daddy, I Love Him. Ouais, c'est vrai. C'est à l'inverse, quoi. En fait, j'ai l'impression que plus que rebondir, c'est limite revanchard. Parce que But Daddy, I Love Him, c'est un peu revanchard sur tous les gens qui ont parlé d'elle. De ouf. De ouf. Du coup, maintenant, je suis en train d'aller voir Midnight, parce que du coup, j'avais jamais entendu parler de ça. Après, Midnight, c'est un peu bizarre comme album aussi. Ouais. Le track listing est chelou. You're on Your Own Kid, c'est la track 5, mais la track 6, c'est Midnight Rain. Pourtant, Midnight Rain, c'est un peu une chanson d'amour. Ouais, mais tiens, si je veux parler de ton langage, Raphaël, et que je prends 1989, la track 5, c'est All You Had to Do Was Stay. Et la track 6, Shake It Up. C'est vrai. Même si, bon, pour moi, la track 5 de 1989 n'a rien à voir avec les track 5 de façon générale qu'elle est. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On avait fait une analyse des track 5 et on avait bien souligné que celle-ci, c'était un peu l'ovni de toutes les track 5 en mode... Mais tu reprends Red, la track 5, évidemment, c'est All Too Well, et la track 6, c'est 22. Oui. Donc, t'as quand même ce côté rebond sur un truc un peu upbeat après une chanson qui te fout par terre, quoi. Bon, on va le confirmer que Eldest Daughter va nous mettre par terre, c'est ça? Oui, bah ça, par contre, oui, ça, c'est sûr. Qui de vous deux est une Eldest Daughter? Moi. Ah. Ouais, j'ai un peu peur. J'y vais, mais j'ai peur. Moi, j'ai une unpopular opinion au sujet de cet album. J'espère que le duo avec Sabrina, ce sera un vrai duo et pas juste 2-3 phrases par-ci par-là comme on a l'habitude d'avoir dans les feats avec Taylor. Pour moi, c'est quelque chose que j'appelle de mes vœux. Genre, je veux que ce soit une vraie chanson partagée où elles puissent chanter toutes les deux. Mais je ne pense pas. Alors, moi, ma unpopular opinion, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir Sabrina Green. Je rejoins Raphaël, j'avoue, franchement, je me serais passée de Sabrina, même si j'ai adoré son dernier album et j'aime bien ce qu'elle fait, mais je me serais passée d'un featuring sur cet album. Who asked for this? Elles se sont fait kiffer, elles étaient en concert ensemble, elles se sont dit je sais pas, enfin j'en sais rien. Ouais, mais dans ces cas-là, faut mettre la chanson sur l'album de Sabrina, comme ça au moins ça met de la hype sur l'album de Sabrina. Ou tu la mets sur la version Deluxe étrange qui sortira 1h30 et 12 minutes après la sortie de l'album. J'en sais rien, tu vois. Genre, la version principale, si tu racontes une histoire, raconte-la. En fait, je comprends même pas. Genre, je me remets sur le titre The Life of a Showgirl, tu vois. Toutes les tracks, quand tu les lis, pour moi, ça parle d'un personnage. Et donc, quand je vois un duo, je suis en mode, de quoi on parle? Attends, parce qu'après, ça peut très bien être un duo à la Snow on the Beach où en fait, Lana Del Rey, on l'entend pas. Donc, ou Fortnite, qui est franchement, excusez-moi, mais qui est de loin pas un duo avec Post Malone. C'était pas du tout. On l'entend pas, le pauvre. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'étais là, quand est-ce qu'il chante? On l'entend pas. Et musicalement, vous attendez à quoi? Elle a dit que ce serait de la pop, mais plutôt de la pop 1989 ou plutôt de la pop Reputation? Plutôt Reputation, tu penses? J'espère. Je pense que ça s'y prête. Je pense que ça s'y prête bien. Surtout quand on voit, il y a pas mal de visuels où il y a pas mal de parallèles entre Showgirl et Reputation. D'autant que les photographes du shooting sont les photographes du shooting de Reputation avec qui elle n'avait pas retravaillé depuis. J'espère un peu un sister album de Reputation, plus qu'un sister album de 1989.
Alors, Alors, moi, j'espère juste qu'il y aura moins d'autotune. Parce que je trouve que sur Reputation, il y en a un peu trop. Eh, c'est pour tout le monde Raphaël et aujourd'hui. Natasha. goodbye. Moi, je m'extrais de cette narrative. Je n'étais pas là. Non, mais Attendez, c'est on recompte les points. Du coup, Raphaël a dit qu'il aimait pas Evermore. Après, il aimait pas So High School. l'avantage d'avoir 250 chansons dans sa discographie, c'est qu'il y a la place pour tout le monde. Je suis d'accord. On accepte Moi, tout le moi monde. j'ai vu ce qu'elle va explorer, sa tonalité grave, que je trouve qu'elle n'utilise pas beaucoup. Et je trouve que sur un album comme celui-là, s'il est un peu suave, un peu sensuel et tout, ça pourrait donner place à l'utilisation de ce registre-là, pour donner un truc même peut-être un peu plus raspy aussi, parce qu'elle a un côté un peu sec parfois dans sa voix quand elle chante, surtout en live, que tu retrouves jamais dans ses chansons studio. Et je trouve qu'il faut vraiment qu'elle aille chercher ça. Et je compte dessus parce qu'en fait, elle avait la voix vachement éraillée pendant l'Eras Tour. Donc potentiellement, en enregistrant pendant qu'elle était au Eras Tour, peut-être que c'est quelque chose qu'elle a amené avec elle. Sauf si elle a mangé beaucoup de honey pour s'adoucir la voix. Je sais pas, Non, mais- vous avez, à une époque, il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi ça allait avoir des sonorités disco. Bah, dans New Romantics, elle dit toujours The rumors are terrible and cruel, but honey, most of them are true. Alors, moi, franchement, un album disco, je signe. Mais je ne pense pas. Non, moi je signe pas. Mais vous pensez pas que ça marcherait trop sur les plates-bandes de Sabrina avec son dernier album? J'ai pas trop écouté le dernier album de Sabrina, je t'avoue. Moi je l'ai beaucoup écouté et je suis assez d'accord qu'il y a une vibe un peu ABBA dans le dernier album de Sabrina. Que t'aimerais bien en plus, Natacha, je pense. Oui, non, mais c'est sûr, c'est juste un manque de temps. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé son dernier album, bien plus que le précédent. Et je suis d'accord qu'une vibe disco marcherait beaucoup sur les plates-bandes. Et en même temps, du coup, ça fait 2 albums que Sabrina collabore avec Jack Antonoff, alors que c'était un peu les plates-bandes de Taylor Swift. Donc, Oui, ça c'est pas faux. Mais non, mais moi c'est juste que ça me fait. Je me dis l'album de Sabrina est sorti il y a pas si longtemps que ça. Après ça mettra un mois, je pense. Pour moi, le côté disco, ça s'apparente pas vraiment à la showgirl. Je m'attends vraiment plus à ce que tu disais au départ, Natacha. C'est un truc beaucoup plus dramatique, beaucoup plus musical, en mode comédie. Oh, ici, vous vous souvenez, il y avait eu cette rumeur de ce violoniste suédois qui était passé sur un compte de Universal Suède c'est ou un vrai. truc comme ça, qui disait je finis de travailler sur le dernier album de Taylor Swift et la vidéo avait été supprimée genre en quelques jours, donc potentiellement il y a du violon. Bon, on Bah, apprend rien. maintenant qu'on sait qu'elle a été en Suède, du coup, ça colle. Maintenant, de dire il y aura du violon sur un album, Yes. tu prends pas un gros risque. Hein. Ouais, surtout si par exemple tu écoutes Eternal Sunshine, pas pour revenir, mais il y a beaucoup de violon dessus qui est instrumentalisé de manière à être plus pop. Parce que parfois, en plus, c'est ce que Max Martin, il adore faire. Il adore commencer une chanson d'un côté et puis d'un coup, tu as un drop qui n'a rien à voir et d'un coup, la chanson, tu danses dessus. Je trouve que ça peut amener justement une dimension très intéressante. Moi, je m'attends vraiment à beaucoup de choses musicalement parlant. J'ai beaucoup, pas que d'espoir, mais j'ai beaucoup d'exigences pour le coup. Pas pour être relou, mais quand tu es Taylor Swift, quand tu as les moyens de produire comme Taylor Swift avec les gens avec lesquels tu travailles, tu as intérêt à te décarcasser pour faire que l'album sonne bien. Que Oui, tes puis là, mix soient quand parfaits. elle nous dit je veux être aussi fière de cet album que je suis fière du Eras Tour, bah, direct, la barre, elle est archi haute en fait. Elle est Elle là-bas, peut là-bas. pas faire un truc moyen, quoi. Et surtout que si elle veut en être aussi fière, il faut aussi que les gens qui se soient déplacés pour le RSO et qui aient vécu le ressenti qu'ils aient récupéré en partant de ça, ou le souvenir qu'ils en ont. Moi, j'ai le souvenir d'un truc tellement monumental que quand tu me dis je veux faire un album dont je suis aussi fier que le RSO, bah moi j'ai besoin de ressentir ce côté monumental aussi quand j'écoute ton album. Ouais. C'est, Et ce qui sera pas facile avec seulement 12 chansons. Donc, ça a intérêt à être banger sur banger, quoi. Moi, je suis assez nuancé parce que je suis team, il pourrait y avoir une version de luxe, mais je suis aussi team, j'aime bien les albums 12 chansons quand les chansons sont nécessaires. Tu vois, récemment, il y a Conan Gray qui a sorti son album, il y a 12 chansons dessus, elles sont toutes nécessaires, elles sont toutes hyper bien écrites. Je sais La pas si vous avez- crème de la crème. Pour moi, ça va être ça. Exactement. Il a écrit 300 chansons, il n'en a pris que 12. Et ça raconte une histoire tellement forte et tellement puissante qu'en 12 chansons. Et je pense que elle a tous les moyens, elle a l'intelligence, elle a les gens qui travaillent avec elle, elle a le bagou, enfin, elle a tout, tu vois. Et si Ouais, ce n'est que je trouve que c'est potentiellement un peu précipité. Mais après, c'est moi. Par rapport à Titi Pidi, tu veux dire? Et par rapport au Eras Tour, et par rapport à pas mal de choses. C'est un peu ma crainte, elle est juste là. J'essaie de la nuancer pas en mode ce sera pas un bon album, peut-être que ça sera son meilleur album, mais c'est juste que quand tu arrives à ce niveau-là de stardom, pour moi, tu peux te permettre de prendre le temps de faire des albums. Tu peux te permettre de prendre. Quand j'entends que Chappell Roan veut prendre 5 ans pour faire un album, c'est vraiment un comportement de great, entre guillemets. C'est que tu prends le temps de te construire, de te réinventer musicalement, de découvrir des nouvelles personnes, de travailler, d'écrire avec d'autres personnes.
Et donc, quand tes fans t'écoutent et qu'ils attendent ton retour, ils attendent ton retour. Je sais pas si tu te souviens d'une interview qu'elle avait fait pour Apple Music où elle disait justement plus je crée et plus je crée vite et bien. Non. Et ben, je pense qu'elle est un peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'en fait, entre eux, quand on voit depuis 2020 tout ce qu'elle nous a délivré, c'est quand même assez impressionnant entre les re-records et les nouveaux albums. Donc j'ai un peu l'impression qu'elle est dans ce sens-là, mais c'est vrai que comme toi, Raphaël, j'aurais préféré qu'elle prenne un peu plus de temps, mais je me dis si la musique est prête, autant qu'on l'écoute. Raphaël n'a pas entendu cette interview parce que c'était à l'occasion de la sortie d'Evermore. C'est pour ça? Oui, c'est vrai. Je t'enverrai le lien. Probablement pas. Sans vouloir foutre la merde. On a eu pas mal de variants, alors pas autant que pour d'autres albums. Rappelons que Folklore a eu 9 variants, donc pour les gens qui s'excitaient en disant c'est trop, c'est pas autant que Folklore, donc ça me choque pas plus que ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, avec à chaque fois un système de compte à rebours sur le site de Taylor Swift, avec des variants qui sont partis en quelques minutes. Vraiment, la hype, elle est incroyable autour de cet album. C'était pas la peine à chaque fois de mettre les drops pour 48 heures, parce qu'en fait, en 10 minutes max, c'était bouclé. Et en même temps, ça va dans toute sa stratégie de jouer sur la FOMO et sur la rareté, encore une fois, et tout ça, avec des visuels qui, pour moi, sont, pour certains, bien plus beaux que la cover traditionnelle, enfin, en tout cas, la cover classique, quoi. On l'a dit, on a un photoshoot avec les deux photographes qui avaient fait le shoot de Reputation, avec d'ailleurs une partie du shooting qui a été fait dans le théâtre de Los Angeles, dans lequel il y avait eu le tournage du clip de Delicate. Donc c'est aussi, encore une fois, quelque chose qui peut me faire dire qu'on a une petite vibe Reputation sur cet album. Et par rapport également aux sauvegardes sur Spotify, on a des records. L'album a été l'album le plus sauvegardé de la plateforme en seulement 16 jours. Le précédent record a été détenu par Taylor Swift elle-même pour TTPD en 31 jours. On sent qu'il y a une très très grosse hype autour de cet album. Voilà, on a eu tout ce système de variants avec des visuels très très beaux, avec des très gros contrastes de couleurs, je trouve, des choses assez sombres, mais en même temps avec des couleurs très flashy. Enfin, je suis pas fan de tout ce qu'elle a fait. Après, je trouve qu'elle est hyper élégante, hyper sexy, hyper glamour sur toutes les photos. Je pense en tout cas que tous ces variants-là nous racontent une histoire. Mais en fait, pour l'instant, il nous manque que la pièce principale du puzzle, qui est la musique, quoi. Hey, salut, c'est Natacha au montage. Petit ajout de dernière minute pour coller au plus près à la situation. Nous avons eu un dernier compte à rebours qui nous a valu un magnifique cardigan orange à paillettes. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous connaissez notre avis sur la question. Le dernier point intéressant à soulever dans la promotion de cet album, ce sont les soirées de lancement de l'album au cinéma partout dans le monde. Nous sommes tous invités par Taylor elle-même à une soirée showgirl pour d'abord visionner le clip de The Fate of Ophelia, qui semble être le premier single, ainsi que découvrir les coulisses de l'enregistrement du clip. On retrouvera des moments de discussion avec Taylor, qui sera, elle, assise dans son fauteuil de réalisatrice et qui nous expliquera le process de fabrication de l'album, ainsi que des lyrics vidéo, des chansons qu'on pourra découvrir pendant le film, et je l'espère plein d'autres détails croustillants dont on n'a pas encore trop d'idées. Le film, évidemment, durera 89 minutes parce que c'est Taylor Swift. Un autre variant a aussi fait son apparition, comme nous l'avions anticipé, qui fait le bonheur de son public européen puisqu'il est rose. Et en plus, il est accompagné de plein d'autres photos, toutes plus belles et sensuelles les unes que les autres. En tout cas, une chose est sûre, on a hâte d'avoir les dernières surprises prévues, car j'en suis convaincue, Taylor nous mijote quelque chose. Il y a un article qui est sorti récemment dans Billboard qui nous dit que aujourd'hui c'est le plus grand nombre d'albums vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Il est détenu par 24 albums et Taylor Swift en détient déjà 8. Donc est-ce qu'elle va y rentrer facilement? Je pense que la question est déjà toute répondue. Le précédent record de vente de vinyle avait été établi par TTPD avec 859 000 exemplaires de vinyle vendus. La question c'est est-ce qu'elle va réussir à battre ce record-là aussi? À voir. Toi, t'y crois? Ouais. Il suffit de 2-3 variants en plus qui sortent. À mon avis, ça va se jouer. Après, c'est des sources très diverses parce que moi, par exemple, j'avais vu qu'elle avait vendu 700 000 variants déjà quand c'est le variant où elle poussait le mur était sorti. Et il y en a eu deux autres, ouais. Deux autres. Enfin, 2 autres drops, mais du coup 4 variantes différentes. 2 autres drops. Donc je pense que sincèrement, quand tu verras les chiffres après quand ça sera sorti, mais je pense que c'est parti. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc il y a d'autres trucs, je sais qu'elle regarde parce qu'elle adore ça. La chanson La place numéro 1 au Hot 100 depuis les années 2020. Elle est ex-aequo avec Drake, qui ont décroché tous les deux 7 titres numéro 1 sur cette décennie-là. Donc, la question, c'est est-ce qu'elle va le dépasser? Est-ce qu'ils vont continuer à se tirer la bourre? Réponse, 3 octobre.
Ce qui est très intéressant, c'est que la semaine de streaming la plus importante avait été détenue par TTPD lors de sa sortie, donc à partir du 19 avril, mais parce que c'était un album de 31 chansons. Donc forcément, on reste en streaming bien plus longtemps. Qu'est-ce qui va se passer sur un album de 12 chansons? Tout peut arriver. Sauf si c'est de la bombe et que tout le monde le plaît en repeat. C'est ce qu'on espère. On profite aussi de cet épisode pour faire un petit point sur les easter eggs parce qu'on en a eu pas mal pour cet épisode et en fait vous avez été nombreux à nous demander un épisode consacré aux easter eggs. Donc quitte à faire un épisode très long aujourd'hui, on s'est dit autant en parler là parce qu'en fait on attendait un peu d'avoir de la nouvelle matière pour parler des easter eggs, qu'est-ce que c'est et comment les reconnaître dans la nature. Donc là on en a eu beaucoup pour ce nouvel album. Finalement pour les easter eggs, donc qui sont les indices laissés par Taylor sur une prochaine sortie musicale, et bien là pour le coup on peut carrément remonter à l'Eras Tour avec le fameux décompte avant le démarrage du concert qui était de 2 minutes 24 et on ne comprenait pas ce chiffre qui était quand même très précis et en même temps assez long. C'est long, 2 minutes 24 quand on attend de voir Taylor Swift arriver sur scène. Et donc finalement, 2 minutes 24, on se rend compte que 224e jour de l'année, c'était le 12 août, le jour de l'annonce. À quel point est-ce que c'était planifié? À quel point est-ce que c'est de la coïncidence? On ne sait pas, mais c'est ça qui fait partie du fun finalement. Vu l'esthétique de l'album, on comprend aussi que les tenues orange qui ont été dévoilées pour la première fois à Paris, faisaient partie de la liste des easter eggs. On pense aussi aux nouvelles robes des Surprise Songs qui sont apparues pendant la dernière partie nord-américaine et qui ressemblent quand même pas mal aux variants des showgirls, enfin des albums de showgirls qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Le 12 août 2024, soit un an avant l'annonce, elle a été vue à Londres avec une tenue aux couleurs de TS12, donc un ensemble tartan qu'on avait du mal à placer sur quelque chose à l'époque. Maintenant, c'est très clair. Et enfin, le plus gros easter egg sur lequel on a tous bloqué, c'était le 18 octobre 2024 où elle a posté un TikTok dans lequel on la voit marcher dans un stade juste avant le concert de Miami avec Olivia, son chat, dans les bras. Et elle s'arrête devant le rang A12, A12, Auguste 12 août, le jour où elle nous a balancé cette petite annonce. Ouais, après moi je repense aussi à la cérémonie des Grammys en début d'année. Donc c'était le 3 février où elle avait cette fameuse robe rouge assez courte avec le fameux T au bout d'une chaîne sur la cuisse qui a fait couler beaucoup d'encre, qui pouvait du coup en fait être le T de Taylor, le T de Travis, mais évidemment du coup le T de The Life of a Showgirl. Elle avait des boucles d'oreilles qui avaient 12 pierres à ce moment-là, on sait que ce n'est jamais fortuit. Et quand elle est montée sur scène pour donner à Beyoncé le Grammy du meilleur album country, le fond derrière elle était orange et vert. On vous avait mis les photos en story sur Instagram et tout est en story à la une. Donc si vous voulez retrouver ça et voir que c'était vrai, eh bien vous pouvez. Et c'est vrai que quand j'y repense, cette robe-là, cette robe rouge, elle ressemblait vraiment à une robe de showgirl. Maintenant que je la revois, je me dis, c'était devant nos yeux encore là. En tout cas, c'était pas une robe Titi Pidi, ça c'est clair. Hein. Ça c'est sûr. Donc, et puis ce côté avec les perles, avec la chaîne sur la cuisse, c'est quand même, c'était hyper sexy. Enfin, franchement, c'était très glamour et donc ça va bien. Enfin, pour moi, ça va. C'est ce que j'attends en tout cas d'un album showgirl, quoi. Le 22 mars, lorsque Selena Gomez a annoncé son nouvel album, Taylor était en pleine pause des réseaux sociaux, mais elle nous fait une petite story en nous partageant l'album de Selena, en écrivant « Oh my God » avec 12 fois la lettre D. Ça, c'est un easter egg. Et elle a recommencé le 30 mai quand elle a publié sa fameuse lettre suite à l'achat de ses masters. Elle écrivait le mot « this » avec 12 i. Et à ce moment-là, je me souviens avoir posté une story sur Instagram en disant « Est-ce qu'on clown pour les 12 i ?» Et tout le monde m'avait dit « Mais non, Honorine, n'importe quoi. Elle est en train de parler de ses masters. Arrête de chercher midi à 14h. » Et ben non, allez tout en voir. C'était un easter egg. La fameuse porte orange dont on n'a pas arrêté de parler, on se demandait ce qu'elle faisait là et pourquoi, à quoi elle servait. Elle nous a hanté pendant des mois cette porte. Elle nous a rendu dingue cette porte. Et maintenant on sait à quoi elle sert, en tout cas on sait pourquoi elle était là. On ne sait pas tout encore parce que cette porte, elle a été encore teasée par Taylor Nation il n'y a pas très longtemps, avec une porte, avec la clé de la forme de la scène de l'Eras Tour, en nous disant « We lost the key in Vancouver ». Donc on a perdu la clé à Vancouver. Qu'est-ce qui va se passer ? De toute façon, on espère tous un documentaire, je pense, parce qu'en réalité, on sait qu'elle a filmé je sais pas combien de trucs à Vancouver et que pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur. Je pense que tout le monde espère un documentaire. Et là, quand on a eu sur iTunes le coup de Look Behind the Curtain, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a derrière les rideaux des coulisses? Il y a un documentaire sur les coulisses de la tournée, quoi. Enfin, je pense que c'est ce que tout le monde aimerait, en tout cas. Toi aussi, Raphaël, non? C'est pas pro-documentaire. C'est pas ça, j'ai envie qu'on passe à autre chose. J'ai envie qu'on passe à la next, j'ai envie qu'on passe à la next era. Moi, mon souhait, justement, pour cette
ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce soit très showgirl et donc qu'il n'y ait pas des cuts. Ah, voilà ce qui s'est passé quand j'étais sur scène, sous scène, quand je faisais les répètes. Je veux vraiment un univers à part entière dédié à ce nouvel album. Ce Pas que un j'entends. truc qui n'est ni mi-coton ni mi-laine. C'est genre, t'es en mode un peu entre les deux. On est rétrospectif, mais on va vers le futur. Si c'est pour faire un documentaire du Eras Tour, pour moi, il doit être séparé de la era de showgirl. Mais en même temps, la era de Sugar, elle est inspirée de l'Eras Tour. C'est là où il y a ce qu'elle dit et encore une fois l'exécution, tu vois. Parce que verra. pour moi, si c'est pour faire continuer la era du Eras Tour, c'est au bout d'un moment, on va faire de la colle avec le même cheval, tu vois. C'est difficile, pour moi en tout cas, de réaliser ça. Parce que même la cover de l'album, c'est Rocky Horror Picture Show. Ça reste du musical. Et donc, j'ai du mal à, en tout cas c'est personnel, mais j'ai du mal à raccrocher les wagons pour que l'histoire soit cohérente. Ce qui fait que pour moi, ce qu'elle a enregistré à Vancouver, c'est peut-être un Eras Tour updaté avec Titi Pidi, tu vois, potentiellement une version 2.3.0 sur Disney+, et c'est tout. Un drop directement sur Disney+. Mais si c'est de là à en faire encore un truc qui sort au cinéma, alors qu'il y a un nouvel album qui sort qui n'a, entre guillemets, rien à voir musicalement parlant, ça me complique la cohérence. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas très cohérent en termes Non. de produits. J'entends. D'une part, ce serait pas la première fois qu'elle nous ment, donc tout est envisageable, et d'autre part, potentiellement, elle peut laisser des easter eggs pour plusieurs choses à la fois. C'est sûr. C'est pour ça que je disais que les 3 dernières années ont été assez étranges quand on a Swiftie depuis longtemps, parce que dans l'interview de Time, elle disait les poll tracks de Reputation Taylor's Version are fire pour venir. Ok, je suis contemporain, elle a repris ses masters, c'est tout ce qu'elle a toujours voulu de sa vie. Mais du coup, il y a un revirement de situation incroyable. Reputation a toujours été parfait, j'ai pas voulu le réenregistrer, j'avais à peine commencé, je retrouvais pas le truc. Donc, which is it? Tu vois? Et pour moi, je suis un pavé de la cohérence. J'ai besoin que les choses soient cohérentes. T'es vierge en même temps. Ouais, voilà. Limite, faut pas parler des choses si elles ne sont pas encore sorties ou elles ne sont pas verrouillées pour que quand on parle, ce soit cohérent de A à Z. J'ai du mal avec ça. Et du coup, je pense que je vais consommer, évidemment, parce que j'aime le produit en soi, mais la cohérence va un peu me manquer. Alors, easter egg ou pas easter egg, Raphaël, ton avis sur la question. Dans le clip de Anti-Hero, où on la voit, ces deux personnages de Taylor, où on la voit justement habillée en orange et vert, est-ce que pour toi, c'était un easter egg The Life of a Showgirl? C'était l'album qui devait venir après Midnight? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, compliqué parce que on connaît le lore de Life of a Showgirl. On sait qu'elle a voulu l'enregistrer en étant dans le Eras Tour européen. Donc, Torture Poets, c'était déjà du passé. Donc, pour moi, c'est un cas réel de Swiftie qui veulent post-rationaliser quelque chose pour en faire un easter egg, tu vois. Ouais, moi aussi, je suis Typiquement, dans ce que vous avez cité, les 12 I, c'est typiquement un easter egg de Taylor Swift. Elle a dit dans le podcast Easter egg, il faut les chercher dans ma musique, dans ce que je fais autour de ma musique et pas dans ma vie personnelle. Ouais, tu vois, typiquement le côté tartan, la tenue tartan là, moi j'y avais pas du tout vu un lien à ça. À la rigueur, je me disais si c'est un Easter egg, c'est peut-être qu'elle référence le côté un peu tartan pour Taylor Swift, pour début Taylor's Version à la rigueur, mais pas pour ça. Par contre, là où il y a des easter eggs où parfois je me dis, oula, elle est vraiment timbrée, je l'aime trop. C'est le A12. Ouais. Littéralement 1 an avant, le A12 qui sort de nulle part, c'est un autre frère. Ou alors, elle a vu tout ce que les Swifties ont sorti et ils se sont dit, on va se rattacher à ça. Alors, moi, je vais dire un truc. Quand elle a commencé à teaser un nouvel album et qu'on a compris que l'esthétique était orange, j'ai fait une vidéo en disant, please, by the love of God, qu'elle n'ait pas fait un album qui s'appelle Karma et tout, parce que tous les gens qui étaient en train de délirer en mode c'est des meneurs de secte, Karma is real, Karma is coming, 1989 part 2, the remix, je pouvais plus, moi je pouvais plus. Et en fait, souvent, elle adore faire du fanservice et elle aurait carrément pu faire un album comme ça en mode The Lost Album, genre. Si ça arrivait et qu'elle donnait du gaz à ces gens-là, je me serais, c'est pas possible. Non, parce que parfois, t'écoutes des gens analyser des easter eggs quand même. Faut toucher de l'herbe, chérie. Genre, J'adore cette expression. Vraiment, genre, c'est waouh. Pour moi, les 12 I, clairement, c'est un easter egg. Les 12 I, c'est genre le plus easter egg des easter eggs qui puissent exister. Merci. Parce qu'à ce moment-là, je me suis fait taper sur les doigts par plein de gens en mode mais non, t'es trop impatiente, chaque chose en son temps. And the crowd was chanting more.
Voilà, exactement. Alors que pas du tout. Alors que vraiment, les gens savent maintenant, quand ils nous écoutent, ils savent qu'on n'est pas dans cette catégorie des fans qui chanting more. On est toujours à essayer d'être dans la parcimonie et d'être à rappeler aux gens que Taylor Swift est un être humain. Elle ne nous doit rien et que on doit arrêter de lui en demander toujours plus et que c'est pas une machine pour le coup, en ce sens-là en tout cas. Donc je savais que j'avais raison. Mais moi, je pense que justement, les easter eggs, c'est plus c'est détectable au untrained eye, plus c'est un easter egg. Parce que elle fait pas des easter eggs en mode genre l'ingénierie, un autre type de easter egg. Quand elle a droppé dans le clip de Fortnite, il y avait écrit Us sur un cahier. Elle référençait sa chanson avec Gracie Abrams, typiquement. Ouais. Ça, c'est le genre de easter egg, c'est très in your face en fait. Généralement, les easter eggs sont quand même assez évidents. Et c'est pour ça, quand dans le podcast, elle a commencé à dire oui, un truc dans l'ombre, en braille, retourné, machin et tout, et que les gens sont allés rechercher des vidéos de Rastour et commencer à faire des phrases en braille avec les trucs. Mais je me suis dit, là, ça va trop loin. Alors que c'était dans le clip de Fortnite, derrière elle. Et ça s'appelait Taylor Swift en braille. Oui, dans Fortnite, mais pas dans les lumières de l'Erastour. Non, c'est comme les gens qui analysaient les lumières de ça. Oui, vous voilà, vous souvenez des gens qui faisaient ça? Ouais. C'est en mode, il y a eu tant de violet et tant de vert et il y a un ordre. Et comment vous faites pour avoir été militaire et faire du morse? Faire du morse code pour comprendre, non, genre ça n'a pas de sens. Oui, bah tout comme là, les gens avec les derniers drops qui sont allés chercher des trucs dans le code du site de Taylor Swift, je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde, donc faut arrêter. Après, ça me fait beaucoup rire, mais à un moment, stop, quoi. C'est trop. Faisons un point. À quoi on s'attend pour la suite? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, je vous pose toutes les questions tout de suite, un single avant la sortie? Est-ce qu'on veut un clip? Est-ce qu'on veut une tournée? Qu'est-ce que vous voulez sur votre liste du Père Noël? Moi, je veux un rollout classique. Je veux un lead single, un mois avant, genre 3 semaines avant la sortie. Je veux du clip, je veux de la vidéo. Je veux même un album visuel, en fait. Moi, j'aimerais trop qu'elle fasse l'album en film. Les 12 clips, quoi. Ouais, mais que ce soit une histoire, tu vois. Que ce soit fait raconter comme une histoire, peut-être un musical ou quelque chose. Et qu'ensuite, elle fasse pas de tournée, mais qu'elle produise un show sur Broadway. Ouais. Avec Sabrina Carpenter en actrice principale. Nous, on pensait plutôt à une résidence à Las Vegas. Je pensais à une résidence parce que j'ai regardé les artistes qui vont arriver en résidence. Adele a terminé sa résidence très récemment. Mais où? À la Sphère? Ouais, à la Sphère. Ah. Il y a de la place. Enfin, il y a de la place. Je veux dire, il y a un marché à récupérer et on sait très bien que Taylor Swift, c'est en termes de marketing et de sales, c'est quelque chose qui va tout exploser. Aujourd'hui, les gens annoncés pour la prochaine année ou les prochaines années, il n'y a pas de grand nom, quoi. Tu vois, c'est des gens connus, hein, certes, mais c'est pas des Adele, c'est pas des Céline Dion, c'est pas des Taylor Swift. Quelque part, j'aurais un peu peur que ça signe la fin de sa carrière. Et en même temps, ça me paraîtrait assez logique dans la vibe showgirl. Je me dis qu'elle termine une tournée de 2 ans, qu'elle a fait tourner un nombre, je sais pas combien de gens il y avait dans son staff, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir ça, mais je veux dire, le nombre de personnes qui sont déplacées avec elle, etc. En termes de logistique, c'est tellement plus facile de se poser à un endroit pour elle, de venir avec son avion, de faire ses shows et de repartir. Je trouve que ça a du sens. Ça a du sens en termes de logistique. Ça a du sens aussi en termes du thème qu'elle va toucher du doigt ici, en tout cas qu'elle nous montre pour l'instant. Je pense à ça. Je pense à Broadway. J'y ai pensé aussi à Broadway, mais ce qui m'interroge, c'est que Broadway, c'est quand même des tout petits théâtres globalement, et que là, ça va être l'enfer en termes de vente. Ça va être très très compliqué. J'ai pensé aussi au théâtre parisien parce qu'on sait que les showgirls en France, elles ont quand même une bonne réputation. Au cabaret comme le Lido. C'est des toutes petites salles. Hein. Exactement, les cabarets comme le Lido, les Crazy Horse ou le Moulin Rouge, c'est des toutes petites salles et concrètement, ce serait un enfer pour récupérer des places là-dedans. Voilà, je ne sais pas trop. Alors, moi, j'adorerais qu'elle fasse un truc comme la Sphère, mais je pense comme Honorine, pour moi, le fait d'annoncer en Vegas, alors je n'irai pas jusqu'à dire que tu annonces la fin de ta carrière, et no offense to Taylor Swift, mais généralement, il faut être un chanteur avec une capacité vocale hors du commun pour faire une résidence à Vegas. Type Adele, Céline Dion, Lady Gaga. Et aussi attirer un certain niveau d'âge d'audience. Généralement, les divas se produisent à Vegas parce que justement, tu as les gens qui vont déjà avoir les moyens de fly, buy, stay. C'est un délire comment c'est cher. C'est vrai. Ouais, il y a que je me souviens être allée à Las Vegas il y a 6 ans. Adele était en résidence à ce moment-là et du coup, on s'était dit à ce moment-là, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller voir Adele à Las Vegas, puisqu'on est là, voilà.
Et sauf qu'en fait, quand j'ai vu les prix, j'ai fait bah non. Pourtant, j'étais déjà sur place, etc. Mais les places les moins chères à ce moment-là pour voir Adele à Las Vegas étaient à $800 par personne. Donc on avait dit bah non, on n'ira pas voir Adele. Mais en effet, je pense que ça nécessite d'avoir un public qui a les moyens. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le public de Taylor Swift n'est pas assez âgé pour que ça se justifie. Et surtout que le Eras Tour a bien montré, je pense, qu'elle avait un levier de croissance alors qu'on pensait que c'était une artiste mature dans le reste du monde. Genre, personne se doutait qu'elle avait autant de pénétration d'un point de vue business, je parle, en France. Autant de pénétration dans des pays non anglophones à 100% comme l'Italie, l'Espagne et tout. L'Asie, c'est un marché pour elle qui est monstrueusement grand, l'Amérique latine aussi. Et donc, ça serait se couper, parce que la majeure partie du revenu d'un artiste, ça va toujours être sa tournée ou en tout cas la représentation en live. Ça serait stupide de se couper. Même Adele n'a pas hésité une seconde quand il a fallu transposer sa résidence en Europe à Munich. C'est vrai. C'était certes un certain nombre de shows, mais tu t'y retrouvais. Je pense que l'idée de Broadway n'est pas inintéressante, même si tu vas me dire la taille des salles est petite, sauf que quand tu as un show qui marche sur Broadway, Wicked, ça fait 20 ans que les gens vont voir Wicked. C'est vrai. Et surtout que ça lui permettrait de solidifier sa position en tant que créateur et pas juste en tant que chanteur. Surtout qu'elle est obsédée par les titres, par les awards. Elle a ses Grammy. Avec le Eras Tour, elle peut avoir son Emmy. Ça lui permettrait d'avoir son Tony. Et ensuite, potentiellement même, la rendre, si elle l'adapte au cinéma ou peu importe, éligible pour un Oscar. Et donc, forcément, ça lui ouvre une autre porte créativement. Tout à l'heure, tu disais que l'art attire l'art ou l'art crée l'art. C'est une démarche qui peut être totalement justifiable pour elle. Et Broadway, c'est abordable d'un point de vue du prix, parce que ça part de 30 à $300. Mais du coup, ce serait, dans nos rêves hypothétiques, ce serait une musical, une comédie musicale qu'elle aurait écrit, qui utiliserait ses chansons et qui serait en show, pas forcément avec elle, mais avec d'autres. Alors au début avec Sabrina, parce qu'il faut toujours une tête d'affiche pour faire venir un peu les gens, et après qui tournerait pendant des années. Moi, je serais chaude. Vraiment pour et le show pourrait même lui-même partir en tournée, être adapté dans d'autres pays, etc. Et c'est la source du succès et de la longévité pour un artiste. Tu vois, genre Steven Schwartz, le mec qui a écrit et composé Wicked, il a les poches pleines parce que justement, il a eu l'idée de génie de le faire. Et toutes les adaptations dans le monde entier lui reversent des royalties. C'est lui qui a aussi travaillé sur le score de Wicked Movie 1 et 2. Donc forcément, pour quelqu'un qui crée et qui veut une longévité et une liberté de créer comme il veut, Taylor Swift, elle est dans ces clous-là. Je trouve que ça peut aussi donner une longévité à cette œuvre qu'elle crée, et comme tu dis, avec une tête d'affiche, puis après avec d'autres personnes. Et elle, pendant ce temps-là, elle peut continuer de faire ses albums, faire des tournées si elle en a envie, etc. Ouais, tout est possible. Elle a aussi dit récemment que avec la pandémie, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait sortir des albums et pas forcément faire une tournée après chaque album. Il y a une option aussi où elle sort cet album et elle ne fait pas de tournée. Ouais, mais alors, il faut que ce soit un album hyper visuel, comme disait Raphaël, avec 12 clips, quoi. Parce qu'il faut quand même nourrir les fans. Et il y a une autre possibilité. Comment se compose la tournée de Ed Sheeran pour son nouvel album? Oui. Il est passé de stade à zénith. Et en fait, c'est aussi un nouveau... et je pense que c'est dû à la récession. Je pense que c'est dû à pas mal de choses, aux tarifs qui explosent les coûts, etc., mais aussi aux artistes qui veulent réduire, entre guillemets, la possibilité, la rareté dont tu parlais. Elle pourrait très bien repartir en tournée, mais que ce soit beaucoup plus petit, que ce soit beaucoup plus court et beaucoup plus petit. Ah, mais moi, j'en rêve. Franchement. Comme Lady Gaga, à 20 ans de carrière, fait des arènes de 16 000 personnes. Ariana fait 30 dates dans des arènes. Là, Ed Sheeran, c'est 6 000 places à Paris. Quand elle est passée à Paris, Taylor, elle n'avait pas pu faire le Stade de France parce qu'il était en préparation pour les JO. Je pense s'il n'y avait pas eu les JO, elle l'aurait fait. Donc, elle était restée à la Défense Arena. Je crois que c'est 40 000, la Défense. C'est déjà un bel endroit. Non, c'est énorme. C'est énorme. Mais moi, je pense qu'au contraire, le trend des artistes, de façon générale, ça va être sur le fait de faire des plus petites salles. Par exemple, Sao de Sagazan, elle fait 10 Olympiens. Ouais, génial. Enfin, ce genre de truc. Olympiens. Ça permet d'avoir un concert qualitatif, en guillemets, bien plus intimiste. Ça permet de faire une vraie tournée avec du cœur. Enfin, moi, je sais que j'ai un rêve de l'avoir dans un truc vraiment acoustique, avec dans une toute petite salle et tout. Mais je sais pas si, encore une fois, on n'a pas entendu la musique, mais je sais pas si l'album Showgirl, ça va vraiment être l'album qui va lui permettre de faire ça. Mais c'est quelque chose que j'aimerais voir de Taylor Swift, d'avoir un album avec elle et sa guitare et deux autres guitaristes derrière, et d'un truc où elle balance et limite un peu
à l'envie, mais parce qu'elle sera toujours dans le contrôle, donc il y aura toujours quelque chose de travaillé, mais voilà, qu'elle puisse se laisser un peu de plus de flexibilité, de légèreté. Ça Après, sera peut-être Showgirl Fest. Hein. le nombre de phrases sur lesquelles on se répond, je sais pas. Le Loverfest that never happened, c'est peut-être maintenant. Hein. Après, elle pourrait très bien le je sais pas, je t'avoue, je sais pas. La résidence, pour moi, c'est peut-être si je devais classer tout ce qu'on s'est dit, la résidence, elle arrive vraiment en dernier pour les raisons qu'on a tous évoquées, tu vois. Je pense, moi, personnellement, j'aimerais trop que ce soit un peu de Broadway. Et en parallèle, potentiellement, elle fait une tournée un peu plus ramassée, un peu plus intime, parce que la musique et Broadway, c'est deux choses différentes. Mais j'imagine pas un monde dans lequel il y a un Eras Tour bis qui arrive. Genre. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi non plus. Mais j'en ai même pas envie, en fait. J'ai même pas envie qu'elle reprenne ses autres albums, etc., comme elle l'a fait là, où c'était aussi découpé par Hera, etc. Je pense qu'elle l'a très bien fait. Non, puis de toute façon, c'était tellement énorme que, quoi qu'il arrive, elle pourra pas faire un truc semblable. Enfin, donc en fait, je suis d'accord, pour moi, la logique serait de faire un truc bien plus intimiste, potentiellement dans des plus petites salles. Tu joues 1h30, quoi. Oh là là. Bah oui, mais malheureusement, Oui, ça va être ça. c'est la normalité. Hein. 1h30, ça risque d'être compliqué à faire passer la pilule hein, à la place à 200 2 heures. euros. 2 heures. 2 heures. Allez, 2 heures. Mais parce que tu sais que son cachet, il va pas baisser de toute façon, il fera qu'augmenter versus le Eras Tour, quelle que soit la salle. D'autant que si c'est des petites salles, bah, encore une fois, on est sur ce système de rareté, et donc il y a moyen que les places soient très chères. J'espère. Raphaël, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas touché du doigt aujourd'hui Non, moi je voulais juste te dire merci parce que j'ai passé un super moment. C'est très cool de discuter avec des gens qui sont assez level-headed et auxquels on peut tout dire, on peut avoir un sens critique, apporter de la nuance et qui en ont aussi sans avoir peur constamment de froisser quelqu'un ou de gêner une personne. Donc je trouve ça très cool. Et je Pas pense nous. qu'on en a. Oui, I know. Mais c'est pour ça qu'on s'entend. Et je pense qu'on en a beaucoup besoin dans cette communauté parce que je pense que c'est malgré tout une très belle communauté. C'est vrai. Je trouve que c'est des profils de gens qu'on voit pas assez souvent, genre les profils très out there, très exubérants, très extravertis, qui aiment la pop, il y en a beaucoup. Mais des gens qui sont plus inner, et je dis pas que ces gens-là le sont pas ou qu'ils n'ont pas un calme ou une sagesse, mais c'est juste que c'est rafraîchissant, en tout cas pour moi, qui suis dans la réalité, dans ma vie de tous les jours, très introverti, mais sur les réseaux sociaux extraverti, parce que ça me permet justement de l'être, c'est un release. Bah, en fait, c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui nous ressemblent et qui réfléchissent comme nous et qui peuvent avoir des obsessions saines, qui portent sur la musique et qui portent sur des artistes qui les move you. Et je trouve ça cool. Moi, je trouve au contraire que ça me permet d'avoir un sens d'appartenance à quelque chose de plus grand que moi. Et je pense que ça parle beaucoup au parallèle que je fais souvent au Eras Tour. Je porte toujours mes friendship bracelets tous les jours, comme si c'était un bijou que je chérissais, etc. Et parce que ça me rappelle justement ce sentiment très précis et que j'ai emporté avec moi et que je ressens à chaque fois que j'interagis finalement avec des personnes du fandom de Taylor Swift. C'est une reconnaissance, un je te comprends assez tacite. T'as pas besoin d'en dire beaucoup. Vous parlez de chansons que vous aimez, d'albums que vous aimez, et tout de suite tu comprends ce que la personne elle a pu vivre. Tout de suite tu comprends par quoi la personne elle est passée. Tout de suite tu comprends qu'est-ce qu'elle a traversé. Et je trouve que ça arrive pas très souvent, et je pense qu'il faut prendre soin justement les uns des autres et de cette communauté. Et voilà, il y a un vrai sentiment de communauté, c'est clair. Oui. Bon, Raphaël, s'il y a une date de Taylor Swift à Amsterdam, on viendra avec toi. Vous venez avec moi, avec plaisir. En plus, une chambre d'amis pour rester dedans. Trop bien. Du coup, Raphaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franchement, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Ce sera un épisode probablement assez long, donc si vous êtes arrivé jusque-là, merci, mais on espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Comme d'habitude, on termine cet épisode par notre petite tradition de fin d'épisode. Raphaël, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute beaucoup en ce moment? Attends, je vais te dire exactement tout de suite, parce qu'en fait, j'écoutais ça ce matin et je réécoute l'album de Conan Gray. Je suis obsédé en boucle. Je disque rayé sur l'album de Conan Gray. Son album, il est juste sublime. Il est hyper bien écrit. On y ressent à la patte d'un fan de Taylor Swift, d'ailleurs. C'est très drôle. Ça, c'est un album qui est important à mes yeux. En tout cas, il y a une chanson en particulier qui s'appelle 11-11, donc 11-11, et qui parle en fait de tous les signes qu'on voit ou qu'on essaie de voir pour justifier d'aimer quelqu'un qui nous aime pas. Ok, très sympa. C'est vrai que j'ai pas écouté son album, mais j'irai. Natacha, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Ouais, je me suis mis dans mon showgirl mood et j'ai réécouté la bande originale de Moulin Rouge que tu nous as montré tout à l'heure, Raphaël. Je suis une grande fan de Moulin Rouge. Hein. Je pense que ce CD, je l'ai poncé aussi très très fort. Et là, juste avant qu'on enregistre ça, j'étais en train de ranger chez moi, je l'avais mis à fond avec la version de Sparkling Diamonds avec Nicole Kidman. C'est génial. Franchement, j'espère qu'on aura quelque chose dans ce sens-là parce que
ça te met une patate, c'est génial. C'est le girl power, c'est le glamour, c'est parfait. Trop bien. J'adore aussi ce film, franchement. Et j'étais totalement amoureuse de Ewan McGregor, comme beaucoup de gens, je pense. Mais En même temps, quand il te chante Your Song comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il exactement, n'y a rien gros à faire. crush. Énorme crush. Écorché vif total, mais génial. Ouais, Et toi, totalement. t'écoutes quoi, Norine? Alors moi, j'ai quand même beaucoup poncé ces dernières semaines, enfin ces derniers jours, le dernier album de Sabrina Carpenter, principalement la toute dernière chanson de l'album, Goodbye, qui me fait à la fois mourir de rire et que je chante à tue-tête chez moi, et vraiment c'est un bonbon. Je le disais tout à l'heure, j'ai pas forcément adoré l'album Short and Sweet, mais alors ce dernier album là, vraiment moi je le savoure. Donc voilà, je l'écoute en boucle. Merci à tous d'avoir été là, d'être allés jusqu'à la fin de l'épisode. On avait plein de choses à se dire. On a trop hâte de débriefer l'album avec vous. Hein. Bonne sortie de l'album et puis on en reparle le 13 octobre. À plus tard. À À bientôt. plus tard. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.